Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis avec France de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui émeut énormément les foules, c'est le sujet de la gestion de projet. Alors ça pourrait paraître un tout petit peu vieillissant comme projet. En fait, ça, comme thème, ça ne l'est pas du tout. En fait, la gestion de projet n'a jamais été aussi d'actualité, alors que les entreprises ont de plus en plus de difficultés à se transformer, doivent se transformer de plus en plus rapidement, de plus en plus fréquemment. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'artificiel, alors l'arrivée, on peut me dire, oui, ça fait un petit moment que ça existe, parce que ça existe quand même pas depuis si longtemps que ça fait 2 ans que ça existe, et c'est déjà en train de bouleverser profondément toutes les organisations. Mettre en place l'intelligence artificielle dans l'entreprise, c'est un véritable projet, et si on avait un tout petit peu de temps, on parlerait même peut-être que c'est un véritable programme, c'est-à-dire un ensemble de projets. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'un prochain webinaire. On va se présenter. Je vais laisser présenter Franz, qui est notre invité aujourd'hui. Franz, qui est un professionnel du sujet depuis de nombreuses années, qui a énormément de choses à raconter sur le sujet, qui a une très grande expérience, qui est un de nos formateurs également. Et je vais le laisser se présenter, parce que c'est quand même lui le plus important aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour, merci Marc-Noël. Donc, très rapidement, je suis passionné depuis un certain temps de gestion de projet et aussi de gestion des services informatiques. Donc, même si j'ai d'abord évolué dans le monde de l'automobile, j'ai rapidement évolué vers en fait du consulting en gestion des services informatiques. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de projets à ce sujet-là. Et donc, voilà, donc j'interviens beaucoup pour à la fois gérer les projets, mettre en place des méthodes de gestion de projet au sein des organisations, et bien sûr, tout l'aspect formation et participation aussi aux bonnes pratiques, puisque j'ai participé avec l'IPOL-CERT à la fois à la rédaction de la nouvelle version de ITIL, et aussi j'étais responsable de la traduction en français de la nouvelle version de Prince2. Voilà donc très rapidement pour la présentation. Merci, Franz. Et puis moi, je suis Marc-Noël Fauvel, donc j'ai créé Skills for All, qui est un organisme de formation et un certificateur qui est spécialisé dans les domaines du digital, hein, tout ce qui est autour du numérique. Donc, la gestion de projet en fait partie, parce qu'il n'y a plus un projet qui ne touche pas au numérique, puisqu'il y a forcément l'informatique dedans. On est également spécialisé sur tout ce qui est le web marketing, intelligence artificielle depuis de très nombreuses années, et tout ce qui tourne autour du développement web, de l'agilité, de la cybersécurité, où on est également certificateur auprès de France Compétences. Mais je ne veux pas être trop long, parce que le sujet, il est passionnant. Et avant de l'entamer, juste quelques petites précisions sur qui on est. Donc, on est certificateur organisme de formation, on est référencé auprès du COFRAC, on est un des 2 organismes en France certifiés par le COFRAC sur la cybersécurité. On fait partie de SecNumEdu, évidemment, du CLUSIF. Et puis, on a toutes les certifications qui vont bien pour vous rassurer si jamais vous avez envie ensuite de vous former et de vous certifier. Alors, aujourd'hui, on est sur un sujet et on a une fréquence qui est celle, en gros, de toutes les 4-6 semaines. On aime bien traiter avec vous et pour vous des sujets d'actualité qui tournent toujours autour des métiers du digital, naturellement, mais on aime bien traiter avec vous des sujets qui sont dans l'entreprise, qui sont des vraies problématiques d'entreprise et qui s'appuient toujours sur des pratiques. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est de repartir de la page blanche sans arrêt. Donc, notre angle, à tous, à France aussi, c'est de s'appuyer sur des référentiels, des meilleures pratiques qui ont fait leurs preuves à l'international et qui permettent de faire gagner un temps précieux, de monter en maturité extrêmement vite. Donc, on va traiter de ce sujet-là aujourd'hui. Tous les 4 à 6 semaines, on peut se retrouver. Et puis, à la fin, on vous suggère de rester jusqu'à la fin parce qu'on aura une petite surprise, enfin une grosse surprise quand même à la fin, un cadeau pour vous, pour que vous puissiez être encouragé aussi à poursuivre votre démarche et votre questionnement. Franz, vas-y, ouvre le feu. Donc, le sujet pour ce petit webinaire, c'était de se poser la question, est-ce que gérer des projets à notre époque, en 2025, c'est toujours pertinent? Et sous-entendu, en fait, est-ce que le rôle du chef de projet est toujours d'actualité? Et donc, est-ce que ça vaut la peine finalement de passer du temps à développer ses compétences en gestion de projet?
Alors, on va répondre assez rapidement à cette question, mais déjà, pourquoi la question se pose? Elle fait assez parler, en fait, sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui posent la question. En général, plutôt des personnes qui sont en train justement de, soit des jeunes étudiants, soit des gens qui se posent la question de se diriger vers ce métier-là et qui se demandent si avec tous les changements qu'on est en train de vivre, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu une question que tout le monde se pose avec toutes les transformations de l'IA qui arrivent, mais ça se pose beaucoup sur la gestion de projet. Alors pourquoi ça se pose beaucoup concernant la gestion de projet? Pour moi, il y a deux aspects principaux. Le premier, c'est une révolution qui a commencé déjà il y a quelques années, qui touche surtout le secteur informatique, mais le secteur informatique prend de plus en plus de place et donc c'est un des secteurs dans lequel on va trouver le plus de finalement de propositions d'embauche pour des chefs de projet. Donc c'est important de voir cet aspect-là. Donc c'est l'arrivée dans le milieu informatique des méthodes agiles. Et les méthodes agiles, elles sont là en fait pour bon, elles répondent à plusieurs besoins. Ce n'est pas l'objet ici de rentrer dans tout le détail, mais si j'essaye brièvement d'essayer de résumer, c'est de travailler plutôt que de gérer tout un projet qui va apporter une nouvelle solution en une seule fois. On va découper le travail en plusieurs parties et on va faire le travail en plusieurs fois. Donc, ça va être plus facilement gérable. C'est ça qu'il faut retenir. Et le fait que ça soit plus facilement gérable, ça va donner une illusion chez certains que finalement, il n'y a plus besoin de gérer, puisqu'on a découpé le travail en petites parties. Et d'ailleurs, dans les référentiels les plus connus pour l'agilité tels que Scrum, il n'y a pas de rôle de chef de projet. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ils disent non, maintenant, il y a un product owner, il y a un Scrum Master, et surtout, il n'y a pas de chef de projet. Alors, c'est très intéressant d'avoir le feedback des organisations, justement, qui ont enlevé complètement ce rôle de chef de projet. Parce que la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, le rôle du chef de projet est réapparu par la suite parce qu'il y a eu un très, très grand manque et on va voir pourquoi après. Hein. Donc, attention, c'est pas parce que l'agilité est apparue. Et alors, moi, je suis vraiment un grand fan des méthodes agiles, hein, donc c'est pas du tout une critique de l'agilité que je fais là. C'est juste de bien remettre les choses à leur place et c'est ce qu'on va faire après. Essayer de bien voir comment se positionne la gestion de projet par rapport aux méthodes agiles, par exemple. Mais en tout cas, la question, elle s'est posée parce que l'agilité est arrivée avec des nouveaux rôles, avec en fait, on va dire des projets qui sont, enfin, des travaux qui sont découpés, donc qui sont plus faciles à gérer. Et donc, ce besoin du chef de projet, finalement, voilà, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On va voir après. Il y a un deuxième aspect très important, c'est bien sûr l'automatisation, que ça soit avec l'IA ou pas. Donc l'automatisation, elle impacte énormément tous les métiers et bien sûr, encore une fois, c'est l'informatique qui va être le plus impacté parce que par définition, ce qui est informatisé, ce qui est digitalisé, c'est plus facilement automatisable. Donc concrètement, comment est-ce que ça va impacter tous les métiers? Déjà, il y a des tâches du chef de projet qui peuvent être automatisées. Faire un compte rendu, faire une présentation, analyser des données, tout ça va bénéficier de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. En plus de ça, dans l'informatique, si on parle par exemple, pour ceux qui connaissent du DevOps, etc., on va automatiser les tests, on va automatiser l'intégration du code, on va automatiser les mises en production, les déploiements. Et en fait, toutes ces tâches qui sont techniques, qui ont été automatisées, nécessitent forcément beaucoup moins de contrôle. Et donc, on a moins besoin d'avoir un chef de projet. Sur un environnement DevOps avec un pipeline de déploiement qui est robuste, qui est bien testé, on fait des déploiements tous les jours, il n'y a plus beaucoup de gestion des risques à faire finalement. Donc, le rôle du chef de projet, sa légitimité, elle se pose encore une fois. Donc, c'est de là que viennent toutes ces questions, principalement. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en fait, quand on amène du changement, on est toujours dans le cadre d'une organisation temporaire. Et cette organisation temporaire, finalement, elle a besoin d'une gestion particulière. Et d'ailleurs, la définition même d'un projet, c'est ça, c'est une organisation temporaire. Donc, il ne faut pas oublier que à chaque fois qu'on va travailler sur un nouveau produit, apporter un changement, une transformation, en fait, on va apporter des choses en plus par rapport au fonctionnement quotidien de l'organisation. On va apporter plus de risques, on va apporter
on va apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour poser un petit peu le contexte. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est juste pour avoir une idée un petit peu globale. Et maintenant, la réponse, alors bien sûr, la réponse c'est oui, mais on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, j'avais tellement de choses à dire que je me suis arrêté au bout d'un moment, j'ai trouvé que la slide était trop chargée. Et encore une fois, vraiment, en fait, je me suis posé la question moi-même, c'était vraiment très intéressant. Et, et finalement, la réponse, elle est évidente, hein, dès qu'on creuse un petit peu. Et ce qui est très important, c'est justement d'avoir une bonne compréhension de quel est le rôle du chef de projet. Alors, il y aura toujours besoin d'un chef de projet, mais son rôle va évoluer. Et j'ai envie de dire que son rôle va devenir de plus en plus intéressant. Alors, ce que j'aimerais dire en premier, finalement, c'est que ce qu'il y a de plus important dans la gestion de projet, c'est l'humain. C'est vraiment de gérer les personnes. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je fais une petite aparté très rapidement, mais c'est pas un hasard si dans la nouvelle version de Prince2, en fait, on a rajouté la dimension des personnes et on l'a même placée au centre de la méthode, ce qui n'était pas le cas avant. Les personnes, bien sûr, étaient traitées dans le cadre de la gestion de projet, mais c'était un aspect comme les autres, un petit peu dilué. Et là, maintenant, on le place au cœur de la méthode Prince2. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a ce recentrage. Où le rôle de chef de projet est-il le plus important? Alors, avant de rentrer dans tout le détail, j'aimerais juste parler du petit schéma, là, des petits rectangles à droite avec les 4 couches qu'on trouve en fait autour de la gestion de projet. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle d'agilité, quand on parle d'automatisation, en général, la couche qui est impactée, c'est la couche tout en bas qu'on appelle la couche de livraison. C'est elle qui est principalement impactée. Et en réalité, ça concerne plus les chefs d'équipe, les développeurs, les gens qui font de la conception, etc., que le chef de projet lui-même. On est vraiment sur la couche de réalisation du produit. Car en effet, dans un projet, on a tout d'abord la couche qu'on peut appeler la couche business, la couche métier ou la couche de direction qui va demander à développer un nouveau produit ou à amener une transformation et qui va donc créer une équipe projet. Et ensuite, l'équipe projet, elle a besoin de 3 niveaux de management pour mener à bien tout son travail. Elle a besoin de personnes qui vont diriger le projet, c'est-à-dire avoir de la hauteur. Elles vont avoir besoin d'un chef de projet qui va gérer le projet, c'est la couche intermédiaire. Et on va avoir des chefs d'équipe et des équipes qui vont développer, livrer, tester, etc. D'accord? Et ce que j'aimerais vraiment clarifier, c'est que quand on parle de méthode agile, ça n'impacte quasiment que la couche de la livraison en bas. C'est-à-dire que plutôt que de développer avec une approche qu'on appelle des approches en général en cascade, waterfall, c'est-à-dire qu'on va tout développer au début, puis tout tester et livrer en une seule fois à la fin du projet, on peut adopter une approche agile où en fait on livre plusieurs versions du produit au cours du projet. Donc finalement, le chef de projet qui est dans sa couche de management gérée, il n'est pas vraiment impacté, il doit juste adapter sa méthode de management. On va en reparler un petit peu après. Pareil avec l'IA. Hein, ce qui est automatisé avec l'IA, c'est surtout pour le moment générer des rapports, faire de l'analyse de données. Ça n'enlève pas le rôle fondamental du chef de projet. Donc, le message clé, c'est quoi? Ne pas mettre en opposition l'agilité avec la gestion de projet, parce qu'en fait, ça ne s'adresse pas aux mêmes couches de management et c'est complémentaire, c'est compatible. Et l'un ne remplace pas l'autre. D'accord? Donc, c'est pas du tout, il n'y a pas de guerre en réalité entre l'agilité, les méthodes telles que Scrum, et la gestion de projet, des méthodes telles que le PMP, Prince2, etc. Alors maintenant, on a dit, on a toujours besoin de chefs de projet, mais concrètement, pourquoi? Alors, d'abord, il y a besoin, quoi qu'il arrive, d'avoir une vision globale, une vision transverse sur le long terme. Je m'explique. Quand on part sur une méthode agile, on va avoir bien sûr un product owner qui va se concentrer que sur le produit. On va avoir un Scrum Master qui va essayer de s'assurer que la méthode de Scrum, par exemple, elle est bien respectée. Je parle beaucoup de Scrum parce que c'est la méthode la plus utilisée.
Mais finalement, qui s'assure que le projet est aligné sur la stratégie de l'organisation? Qui fait le lien avec le top management par rapport à ça? Déjà, il y a une question que souvent on me pose en formation, finalement, c'est qui a décidé de qui fait partie de l'équipe Scrum? Qui c'est? Qui a décidé de lancer le projet? Bah, en fait, Scrum ne répond pas à ça, parce que lui, il se place tout en bas. D'accord? Il ne répond pas à toutes les questions stratégiques, d'alignement, quels sont les bénéfices attendus. Il y a aussi l'aspect de gestion des risques. Alors, il y a certains projets, il y a certaines méthodes agiles qui vont un petit peu prendre en charge cet aspect de gestion des risques, mais en réalité, c'est très léger. Et dans Scrum, par exemple, ça n'existe pas du tout. Donc, c'est vraiment débrouillez-vous comme vous pouvez. Donc, le chef de projet, il a un rôle très important, c'est cet alignement stratégique, s'assurer que les bénéfices peuvent être atteints, s'assurer que les risques sont maîtrisés, parce qu'il y a toujours des projets plus importants sur un risque que sur le cours normal des opérations, d'accord? Et il y a un autre aspect que je trouve très important, le troisième point ici, c'est apprendre de l'expérience au niveau de l'organisation et avoir une méthode globale. Encore une fois, quand on est sur des méthodes agiles, on est vraiment sur la couche tout en bas de livraison et finalement, chaque équipe, c'est plus ou moins un monde à part. C'est vrai qu'on va avoir un Scrum Master qui va s'assurer que toute l'organisation elle devient agile, mais comment est-ce qu'on intègre ça dans la culture de l'organisation? Et c'est là que c'est très important d'avoir une bonne méthode de gestion de projet qui s'assure qu'on apprend de l'expérience et que, par exemple, tout nouveau chef de projet peut très rapidement apprendre de l'expérience des chefs de projet précédents. Il y a tel projet qui a échoué pour telle raison, je ne vais pas reproduire la même erreur. Il y a tel projet, au contraire, qui a très bien réussi avec ce client. Essayons de faire la même chose avec ce nouveau client. Donc, il faut définir des méthodes, il faut intégrer tout ça, il faut avoir en fait des process qui vont être documentés, intégrés à l'organisation. Et ça, bien entendu, bah, en fait, ça va être vraiment ça va être l'un des aspects de la gestion de projet et donc c'est pour ça que c'est toujours extrêmement important. Alors, deuxième aspect, tout ce qui est la coordination. Ça, c'est très intéressant, c'est que si vous avez déjà travaillé sur la gestion de projet ou participé à des projets, vous savez qu'il y a un travail très, très important de coordination et de planification et ça, il faut le faire. Alors pareil, si on fait le parallèle avec l'agilité, dans l'agilité, on va chercher à limiter le plus possible tout ce travail de coordination. Donc, par exemple, on va essayer de planifier toutes les réunions à l'avance sur toute l'année. Par exemple, le sprint planning, ça va être tous les lundis à telle heure dans la même salle. Mais ce n'est pas toujours faisable. Et il y a les parties prenantes à gérer également. Donc, par exemple, je travaille en ce moment sur un gros projet d'évolution d'un système SAP pour une grande administration. Il y a X parties prenantes côté métier. C'est tout un casse-tête d'avoir leur disponibilité, de savoir quels sont les bons interlocuteurs, de planifier les points avec eux, de s'assurer que les besoins sont bien compris. Tous ces aspects-là, en fait, ils sont très, très difficiles à gérer et ils doivent être pris en charge. Et même pour un product owner, dans le monde agile, ça sera très difficile de le faire seul. Donc, toutes ces compétences, elles sont bien entendu nécessaires. Ensuite, bien entendu, et c'est là l'aspect le plus important, il y a tous les aspects humains. Donc, tous les aspects humains, ça ne pourra jamais être remplacé. Bien entendu, c'est au cœur de l'agilité, qui propose des solutions pour bien le gérer, mais il n'y a pas forcément les moyens en face. Et bien entendu, la technologie et l'IA ne remplacera jamais l'aspect humain, et c'est l'un des points sur lesquels il faut faire très attention, justement, quand on digitalise, quand on automatise, c'est est-ce que l'aspect humain est bien pris en compte? Est-ce qu'il y a toujours des interactions? Est-ce qu'il y a toujours de la compréhension, etc. Alors, comment se traduisent ces aspects humains? Le premier qui est très important, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la conduite du changement avec la communication. D'accord? Est-ce qu'une IA peut former des gens? Est-ce que dans l'agilité, on a prévu tous les moyens pour former les personnes qui vont utiliser le nouveau produit? Et dans les deux cas, la réponse, c'est clairement non. Que ce soit l'agilité ou l'IA, ça ne permet pas de faire passer des connaissances, ça ne permet pas
de prendre en charge tout l'aspect accompagnement au changement. C'est complètement éludé dans l'agilité et l'IA ne le permet pas. Voilà. Donc, c'est vraiment très important, cet aspect humain. Si on prend l'aspect de conduite du changement sur un projet, le chef de projet, il doit identifier l'état actuel de l'organisation et l'état cible, une fois qu'elle va utiliser le nouveau produit. Elle doit mettre en place tout un plan de transition, de communication, etc. Donc, il y a tous ces aspects à gérer, de former. Autre aspect très, très important, c'est la motivation, d'accord, des équipes, la responsabilité, les décisions à prendre et le soutien. Alors, la motivation, c'est vraiment fondamental. S'il n'y a plus de chef de projet, qui va motiver l'équipe? Et ça, c'est une situation que j'ai vécue à plusieurs reprises. Très rapidement, une petite expérience sur un très, très gros projet aussi dans l'informatique. Il y avait un chef de projet qui était complètement débordé et qui était justement beaucoup trop technique. Le résultat, c'est qu'il ne jouait plus son rôle à la fois de motiver l'équipe de projet, c'était une grosse équipe de projet avec plus de 50 personnes, une petite centaine même, et en plus de ça, il n'était plus là finalement pour défendre l'équipe face au client. Hein, donc le client devenait roi et imposait toute sa volonté. Ben, il est évident qu'une IA ne pourra pas jouer le rôle du chef de projet, et dans une méthode agile, finalement, l'équipe est autogérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de responsable d'équipe, il n'y a pas de leader au sein de l'équipe, donc il n'y a personne finalement pour s'opposer aux besoins du client et pour les renégocier. Il y a un product owner qui est là, mais qui représente le client, et l'équipe doit y faire face sans leader finalement. Alors, juste pour terminer sur cette petite anecdote, ce chef de projet, il arrivait tous les matins en retard, il était dépité, il était complètement abattu et ça a entraîné une démotivation de toute l'équipe. Toute l'équipe, en fait, quand on arrivait le matin, on arrivait avant le chef de projet qui n'était pas là. Quand il venait, il se faisait vraiment assaillir par le client qui obtenait des choses qu'il n'aurait pas dû obtenir. Il y avait une démotivation globale et le projet était en train vraiment de partir à la dérive complètement. Heureusement, le chef de projet a été changé et la nouvelle personne qui est arrivée, c'est une personne avec beaucoup d'expérience, beaucoup de motivation. Et il était là le matin, avant tout le monde, tout de suite, allez, une petite réunion. Toi, qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as comme problème? Comment je peux t'aider? Demain, qu'est-ce que tu vas faire? Le client, qu'est-ce qu'il a dit? OK, ça va pas, on va discuter avec lui. Il faut qu'on arrive à le convaincre. Et tout d'un coup, la dynamique, elle est repartie comme ça. Et on a réussi à terminer le projet. Pas dans les délais, malheureusement. D'ailleurs, c'est très rare d'y arriver. Mais au moins de le terminer et de le réussir. OK? Donc ça, c'est vraiment un rôle très important du chef de projet, revenir sur cet aspect humain de motivation. Il y a le deuxième point, c'est la responsabilité, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead à un moment. C'est bien d'avoir des équipes autogérées, mais quand ça ne va pas, justement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que personne ne va vouloir prendre cette responsabilité. Et il y a aussi des décisions à prendre. Hein. Les démocraties, c'est bien, mais des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise, allez, il faut y aller, c'est comme ça, et ça va être le rôle du chef de projet aussi. D'accord? Et il y a toute la partie, donc, soutien, hein, donc soutenir l'équipe, etc. Voilà, donc c'est vraiment un aspect très important, et si vous vous intéressez à ce rôle-là, ou si vous l'êtes déjà, c'est vraiment là-dessus que vous pouvez faire une très grande différence, c'est tout cet aspect humain, de s'assurer que les parties prenantes, elles communiquent entre elles, que l'équipe en interne, elle est motivée, etc. Et c'est un des aspects, justement, qui est vraiment mis en avant dans la nouvelle version de Prince2, avec pas mal de billes, pas mal de méthodes pour aider sur ces aspects-là. Alors, simplement, j'aimerais mettre un petit bémol, parce que, en fait, ça aussi, c'est un message important que j'aimerais passer, c'est qu'il n'y a jamais de solution parfaite. Qu'on soit dans une gestion de projet standard, qu'on utilise de l'agilité, qu'on utilise de l'IA ou pas, en fait, ce que j'observe, c'est que les gens cherchent toujours la solution parfaite qui va résoudre tous leurs problèmes. Et cette solution, elle n'existe pas. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients dans chaque façon qu'on va adopter. Je peux utiliser l'IA ou pas, je peux être agile ou pas, je peux avoir un chef de projet ou pas, ça ne sera jamais parfait. Il faut avoir conscience de ce qui est parfait, enfin de ce qui fonctionne bien, de ce qui ne fonctionne pas, et toujours être dans une logique d'amélioration. Alors, donc,
la gestion de projet, bien sûr, ça continue et c'est même de plus en plus critique, on va le voir après, mais à condition aussi de se recentrer sur tout ce qu'on a dit, donc de délaisser tout ce qui est bureaucratie inutile, tout ce qui est tâches qui peuvent être automatisées, etc. Et aussi d'évoluer d'un mode de management où on est plus dans du leadership. D'accord? Donc, en effet, essayer d'enlever tout ce qui est bureaucratie. On ne veut pas que la gestion de projet soit un frein. On est dans un monde de plus en plus agile qui se transforme de plus en plus vite. Et en fait, on associe la gestion de projet classique à quelque chose qui va freiner l'organisation. Il faut à tout prix éviter ça. Et bien entendu, plus de leadership, c'est-à-dire plutôt qu'un chef de projet autoritaire qui impose, ce n'est pas parce qu'il y a un chef de projet qu'on ne peut pas donner beaucoup de responsabilités aux équipes, leur permettre d'être créatifs et finalement ne pas être là pour donner les directives, mais être là plutôt pour lever les obstacles. Et ça rejoint parfaitement ce qui est recommandé par les méthodes agiles maintenant. Le chef de projet, il va être là pour essayer de bien comprendre, lever tous les obstacles, éviter qu'à chaque réunion, j'ai vécu ça malheureusement, à chaque réunion, on a les chefs de projet qui disent ça marche pas, et les problèmes se répètent et se répètent. Donc voilà pour répondre à cette question un petit peu rapidement. Et je redonne la main à Marc Noël parce que le temps passe. Merci, Franck. Oui, en fait, la diapo se terminait par « et utiliser des méthodologies standardisées et éprouvées ». Ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, c'est tout notre ADN en tant que professionnel et en tant qu'organisme de formation, c'est de s'appuyer sur des meilleures pratiques. Il y a des normes, c'est par exemple les normes ISO 9000 pour la qualité, ISO 27000 pour la cybersécurité. Et puis, il y a des pratiques qui expliquent comment faire les choses. On a parlé de PMP, on a parlé de Prince 2. On va rentrer dans les détails pour que vous puissiez faire vos comparaisons et choisir la méthode qui vous correspond le mieux, et puis peut-être la certification qui vous correspond le mieux. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est l'objectif de cette slide-là, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qui vous expliquent comment faire les choses. En termes de sécurité de l'information, en termes d'organisation d'une DSI, par exemple, avec ITIL, en termes de lien entre l'entreprise et puis l'informatique. Ça s'appelle la gouvernance IT avec COBIT. Comment faire pour que tous les projets qu'on va lancer dans l'organisation soient complètement alignés avec les objectifs de l'organisation. Ça s'appelle le balance scorecard, pour être sûr que les objectifs soient compris par tout le monde et qui traduisent la politique globale de l'entreprise. On peut parler des processus également, avec BPM, Business Process Management. Et tout ça se retrouvant dans un système d'information à travers des référentiels de systèmes d'information et d'architecture, comme par exemple TOGAF, et avec l'aide d'analyse business, des business analysts qui permettent de traduire les besoins métiers en solutions informatiques. Et puis en face de tout ça, on a des méthodes qui font en sorte que on arrive à faire le changement qui est souhaité, à construire les nouveaux produits, les nouvelles applications, à mettre en place le changement qui est souhaité. Et ça s'appelle principalement un projet. Un projet, c'est quelque chose qui est temporaire, avec une équipe qui est dédiée à ce projet-là, et qui a un objectif bien spécifique, c'est de livrer un produit. Si on a quelque chose de plus large, si on a une somme de produits, de nombreux produits compliqués, en interaction les uns avec les autres, on est sur quelque chose qui est plus large que le projet, ça s'appelle un programme. Et là, il y a des méthodes particulières qui existent, comme par exemple MSP, Managing Successful Programs. Et puis, pour articuler tout ça, et que l'argent de l'entreprise, quelque part, soit utilisé sur les bons sujets, il y a une méthode qui s'appelle la gestion de portefeuille, où là, on dit, voilà tout ce que l'entreprise devrait faire. Il y a des montants, mais qui sont limités. Évidemment, l'entreprise ne peut pas tout faire. On va mettre l'argent sur les bons sujets, sur les bons programmes et les bons projets, en quelque sorte. Et on va faire en sorte que toutes les forces vitales de l'organisation fonctionnent dans la même direction. Tout ça, ce sont des pratiques qui existent. La plupart du temps, elles sont certifiantes, ces pratiques-là. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle on vous encourage. C'est plutôt que de réinventer la roue, plutôt que de vous mettre sur des référentiels que vous trouvez sur Internet, qui sont pas tellement connus. Adossez-vous toujours à un standard, soit international de type ISO, soit une meilleure pratique la plus largement répandue. Franz vous a donné quelques exemples à travers Scrum, qui est la méthode agile la plus connue, à travers Prince 2 et PMP, qu'on va détailler un tout petit peu ensemble. Alors, il y a des référentiels majeurs. On en a envisagé 2 et on va les approfondir, mais il n'y a pas que 2 méthodes de gestion de projet. Vous en trouvez des tonnes. Il suffit de taper dans un arbre, vous avez 10 livres sur la gestion de projet qui descendent. Vous avez IPMA,
qui est une méthode qui est assez répandue, beaucoup moins que les deux premières évidemment, mais qui se centre beaucoup sur l'humain, les interactions humaines, etc. Vous avez PM Square, qui est sorti il y a quelques années, qui est poussé par l'Union européenne, notamment dans les administrations publiques, qui est en train d'émerger, mais qui est très, très, très loin, évidemment, des deux standards dont on a parlé juste avant, PMP et Prince2. Et puis, on a une norme qui parle de la gestion de projet, 21500. Le problème des normes, c'est qu'elles ne vous expliquent pas comment faire les choses. Elles vous expliquent le quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Exemple, il faut que je gère mon planning, il faut que je gère mes coûts, il faut que je gère mes ressources, il faut que je gère mes achats, il faut que je gère ma communication, il faut que je gère mes risques. Mais on ne vous explique pas comment faire les choses. Et ça manque beaucoup aux professionnels que vous êtes et qui cherchez des solutions, c'est-à-dire pour piloter vos projets. Les normes ne disent pas comment faire les choses. Par contre, elles permettent de valider que vous faites l'intégralité, que vous couvrez l'intégralité des domaines qui sont nécessaires pour gérer convenablement un projet. Et convenablement un projet, comme l'a dit Franz, c'est pas forcément le gérer parfaitement. La perfection n'existe pas, elle n'est pas dans ce monde, mais c'est de le gérer de la meilleure façon possible, avec les ressources dont vous disposez, avec le pouvoir que vous disposez, avec les contraintes de l'entreprise, des marchés, etc., dans lesquels vous évoluez. On n'a rien de parfait, et je serais tenté de dire que c'est ce qui rend l'exercice intéressant. Je veux dire, si on avait tous les moyens du monde et qu'on avait toutes les ressources du monde, on deviendrait fainéant. Regardez, il y a des tas de gens qui s'adossent, qui se mettent dans cet exercice-là assez fréquemment. Quand il y a trop d'argent, en fait, les gens deviennent fainéants. Alors moi, je vais vous présenter PMP parce que il y a un choix en fait qui est pour vous. Si vous faites le choix, et on vous y encourage très chaleureusement, à vous adosser toujours à un référentiel le plus largement utilisé dans le monde, c'est que vous compariez en fait les deux grands joueurs dans ce jeu. C'est PMP et Prince2. Il y a deux objectifs qui sont tout à fait différents dans ces deux méthodes-là. PMP, c'est une sorte de boîte à outils de tout ce qu'un chef de projet world class devrait connaître et savoir qu'il a à disposition pour pouvoir gérer toutes les situations possibles. Je ne dis pas que Prince2 le fait pas, attention. Hein. Je vous dis juste que l'approche de PMP, c'est vraiment être une approche complète de tout l'outillage à disposition. Et puis, c'est de certifier à la fois cette connaissance, mais également une compétence, une connaissance et des réalisations opérationnelles. Si vous passez la certification PMP, par exemple, eh bien, il va vous falloir démontrer de 36 mois de participation à des projets. Donc, cette certification, non seulement elle a pour objet, en fait, de valider un gros corpus de connaissances, mais également une expérience professionnelle. Ça fait partie de vos choix quand vous allez vous poser la question, soit l'un ou soit l'autre. Est-ce que vous voulez valider une expérience professionnelle et avoir la certification quelque part la plus prestigieuse qui existe dans la profession, ou bien est-ce que vous voulez des outils opérationnels immédiatement qui vont être réplicables avec des templates, avec une méthodologie très éprouvée qui va particulièrement bien avec l'agilité. Et là, on parlera de Prince2 avec Franz juste après. Je vous le fais rapidement, PMP, ça date depuis très très longtemps, ça a été créé dans les années 70, en 1969. On en est à la version 7. Je vous parlerai beaucoup de la version 6, parce que la version 7, pour nous, on a été un groupe de pas mal de professionnels à parler de ce sujet-là. Elle nous paraît très peu opérationnelle et on perd beaucoup de matière dans la version 7 qui était présente dans la version 6. Donc, on a une approche pédagogique chez Skills for All que je vais vous expliquer. Et donc, c'est un référentiel qui évolue depuis des années, depuis 50 ans, et qui a énormément grossi, qui a été énormément enrichi. Et ce sont des compétences et des connaissances qui sont issues de l'entreprise. C'est pas des théoriciens qui sont réunis un dimanche dans un amphithéâtre parce qu'ils s'embêtaient et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Tiens, si on avait parlé de la gestion de projet. Non, ce sont des opérationnels. C'est des dizaines de milliers de chefs de projet dans le monde qui ont partagé leur savoir et qui ont essayé de le mettre sous une forme qui soit digeste pour le plus grand nombre possible de personnes et utilisable pour le plus grand nombre possible de personnes. Je vous parlais de deux versions du livre de référence du PMP. Alors PMP, ça veut dire Project Management Professional, c'est la certification. Le PMI, c'est l'organisme qui s'occupe de ça, c'est le Project Management Institute. Et puis vous avez le livre de référence, le Project Management Book of Knowledge. Et ce livre-là, il a évolué évidemment au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, c'est la version 7. Mais en toute honnêteté, chez Skills for All, on préfère de très loin la version 6
parce qu'il y a des dizaines d'années d'expérience là-dedans, et il y en a toute une partie qui a disparu entre la version 6 et la version 7. Faut le savoir, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des quantités d'informations extrêmement approfondies, avec des tas de cas, avec des tas d'outils extrêmement évolués dans la version 6, qui ont tout simplement disparu dans la version 7, où ils ont refait le focus sur l'agilité. Ils ont essayé de construire une méthode qui est à la fois agile et puis planificatrice. En toute honnêteté, ça ne nous semble pas être la meilleure approche pour donner des outils à des professionnels qui ont besoin de standardiser, d'organiser le travail, qui sont soumis à des pressions, comme le disait tout à l'heure France, à des enjeux. Et vous avez besoin d'outils opérationnels. Et donc, le choix pédagogique, nous, qu'on a fait de notre côté, c'est de rester sur la version 6 et d'apporter tous les compléments qui permettent évidemment de passer la certification PMP actuelle, évidemment, mais en vous fournissant également toute la matière, les 50 années de matière qui ont été compilées par le PMI depuis sa création et qui ont, pour une bonne partie, malheureusement, disparu dans la version 7. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce PMBOK 6? Eh bien, on voit la gestion de tous les aspects d'un projet. Le périmètre, bien sûr, mais le planning, les coûts, la qualité, les ressources humaines, matérielles, etc. La communication, qui est un énorme sujet. Comment est-ce que je communique? Le chef de projet passe son temps à communiquer, parce que c'est pas lui qui est censé réaliser chacune des actions. Franck vous en a parlé tout à l'heure en vous expliquant le volet livraison. Mais il doit en permanence communiquer avec les parties prenantes, avec les équipes, etc. On doit gérer les risques, on doit gérer les achats. Dans les trop grands projets, on fait des appels d'offres, on doit se sourcer des matériaux, des machines, des hommes. Il faut aller chercher ça sur le marché sous une forme la plus structurée possible. Ça s'appelle le procurement. Et puis la gestion des parties prenantes, comment est-ce que je garde engager mes parties prenantes tout au long de mon projet? Comment est-ce que je fais pour engager et rendre supportrices des parties prenantes qui n'étaient pas supportrices au démarrage, qui étaient par exemple résistantes? Tout ça, ce sont des outils extrêmement importants pour le chef de projet, et c'est écrit en long, en large, en travers, en détail, sous tous ces aspects possibles et imaginables dans le PMBOK 6. Ensuite, on a la certification, parce qu'évidemment, on parle de la méthode, mais aussi on parle de la certification. Vous êtes des professionnels, vous avez besoin d'acquérir des connaissances, mais aussi de les faire valider sur le marché. Et cette certification, en fait, elle a trois grands domaines. Elle a le domaine des personnes, le domaine des processus, et puis le domaine de l'environnement, de l'agilité de l'entreprise. Et cet examen, ça s'appelle l'ECO 2021. Il faut savoir que la certification PMP n'est pas basée sur le PMBOK. Elle est basée sur un ensemble de compétences que la personne doit détenir pour pouvoir être certifiée. Et cet ensemble de connaissances, elles peuvent venir soit du PMBOK 7, soit du PMBOK 6, avec des add-ons de type agile, qui évidemment, dans notre formation, sont présents. Donc, il faut bien avoir ça en tête. En fait, la certification PMP, aujourd'hui, elle n'est pas basée sur un livre, elle est basée sur un ensemble de compétences qu'il faut détenir pour pouvoir passer l'examen et pouvoir se faire certifier. Sachant que la certif PMP, ça reste quand même aujourd'hui la certification la plus prestigieuse, celle qui est la plus reconnue dans le monde, et notamment aux États-Unis. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire, parce que moi je suis un fervent adepte de Prince 2, que Prince 2 n'a pas la même valeur. C'est juste qu'ils n'ont pas le même éclairage, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc il faut que vous soyez clair avec vos objectifs avant de faire ce choix-là. La valeur de certification PMP, c'est clairement comme pour Prince 2. Le chef de projet, il doit avoir des compétences spécifiques. Bien sûr, il y a du bon sens, bien sûr, on fait les choses avec son cœur, avec sa tête, etc. Mais il y a des écueils à éviter, il y a des erreurs à pas faire, il y a des raccourcis à prendre, il y a des choses à pas oublier, il y a des domaines à côté desquels il faut pas passer. Et ça, franchement, ça vaut pas la peine de réinventer la roue. Il y a des milliers de praticiens dans le monde qui ont consolidé ça dans des livres de référence, dans des méthodes. Adossez-vous à des méthodes et on est en train de vous en présenter deux aujourd'hui. Les rémunérations ne sont pas les mêmes. Quand une personne certifiée a accès à des choses auxquelles les personnes non certifiées ont moins accès, a évidemment expérience équivalente. D'accord ? Les opportunités de networking, si vous faites du PMI, vous allez être adhérent auprès du PMI et donc vous allez avoir accès à du networking, à des symposiums, à des conférences, à des lectures, etc.
Et cette certification, si elle a une grosse valeur sur le marché, c'est parce qu'elle ne peut pas être obtenue par hasard. Je veux dire, il faut travailler, il faut réviser, il y a du travail personnel. C'est très important. Voilà, quelqu'un qui est certifié PMP ne peut pas l'être par hasard, et je dis pas que c'est le cas pour la certification Prince 2, mais Franz va vous écrire, vous détailler tout ça juste après. Maintenant, il y a des prérequis pour PMP. Il faut avoir, si vous avez un niveau d'études de Bac plus 4 et supérieur, il faut avoir 36 mois de participation à un projet. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez été chef de projet. Ça veut dire que vous avez participé en tant que partie prenante, en tant que chef d'équipe, en tant que membre d'un comité de pilotage, ou en tant que sponsor, etc., etc., etc. Mais vous avez baigné quelque part, d'une manière ou d'une autre, dans un projet. Que ça soit en CDI ou en alternance. On me pose souvent la question, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous n'avez pas un Bac plus 4, on vous demande d'attester de 48 mois d'expérience. Bien sûr, pour se certifier, il faut se former. Nous, on vous recommande pas de faire juste ça avec des bouquins. Enfin, ça peut se faire, mais c'est très risqué. Et puis surtout, c'est pas donné parce qu'une certification PMP, c'est quand même à peu près 550 €. Donc, c'est mieux de pas avoir à le refaire. Voilà. Donc, on vous recommande très, très amicalement de vous former. De toute façon, pour passer la certification, il faut que vous puissiez justifier de 35 heures de formation. Il y a une cinquantaine d'heures de travail personnel, et puis il faut le faire d'une manière régulière. Ce qui fonctionne, c'est quand vous vous allouez du temps pour pouvoir préparer tout ce corpus de connaissances. Il y a beaucoup de choses à acquérir, beaucoup de méthodes, beaucoup de trucs, d'astuces, etc., de choses à savoir. Et pour que ça vous soit utile après dans votre travail au quotidien, que ça vous ouvre des portes auprès d'autres employeurs ou des projets plus complexes ou plus transverses, c'est très important de le faire d'une manière sérieuse. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps pour que Franz puisse nous expliquer Prince 2. Merci Marc-Noël. Donc, rapidement aussi sur la méthode Prince2 dont on a déjà un petit peu parlé. Donc, c'est une approche un petit peu différente de l'approche de PMP, où en effet, on est moins exhaustif, on ne couvre pas tous les domaines de gestion de projet, mais on se concentre, j'ai envie de dire, sur l'essentiel et de manière pragmatique. C'est-à-dire que le mot-clé vraiment, c'est que c'est basé sur l'expérience et on se concentre sur l'essentiel. Donc, la préparation, c'est moins lourd que le PMP, comme Marc-Noël le disait tout à l'heure. Cela étant dit, moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce que justement, elle va à l'essentiel et elle aborde vraiment la gestion de projet du point de vue aussi de l'organisation. Moi, j'aime bien dire, c'est vraiment comment l'organisation gère les projets. Et bien sûr, on va voir aussi comment le chef de projet va gérer le projet, mais on va vraiment voir comment l'organisation peut mettre en place des méthodes, voilà, quelles sont les compétences dont elle a besoin, comment elle peut apprendre de l'expérience pour réussir de mieux en mieux tous ces projets. Et voilà, donc c'est une méthode que je trouve très, très intéressante. Et alors, il y a de plus en plus de personnes certifiées dans le monde. C'est une méthode qui plaît beaucoup. Bon, il y a beaucoup de raisons à ça. Elle est très pragmatique, elle est très efficace quand on l'applique. Elle peut être appliquée très rapidement, parce que justement, il y a moins de choses à, entre guillemets, ingurgiter que sur d'autres méthodes. Il y a aussi le fait que la certification, on a deux niveaux. Il y a le Foundation et le Practitioner. Et ça fait que finalement, on peut se répartir. Si on veut avoir le plus haut niveau de certification, on peut le faire en 2 fois. Donc, c'est rassurant de dire, voilà, je commence par le Foundation et ensuite, je passerai au Practitioner. Et pareil, c'est une certification qui a beaucoup de valeur sur le marché. Et d'ailleurs, elle est accessible, comme précisé ici, depuis la plateforme Mon Compte Formation. Donc, voilà, donc c'est une formation qui est vraiment reconnue maintenant, une certification qui est très reconnue et très appréciée sur le marché. Voilà. Marc-Noël, Excuse-moi. Oui, juste pour compléter par la petite phrase qui est en dessous, on a nos clients sont de plus en plus multi-certifiés. C'est-à-dire que on a de plus en plus de personnes qui se certifient à Prince 2 et qui ont envie ensuite de se certifier à Scrum et qui se disent à un moment donné, ben oui, mais j'ai vu qu'il y avait PMP aussi. Et franchement, on m'en a parlé et je voulais candidater à une entreprise, elle, c'était PMP. Et du coup, il n'y a pas du tout
de délire à avoir plusieurs certifications sur des méthodes qui sont différentes. Elles sont complémentaires, elles ont des orientations un tout petit peu différentes et vous en apprenez de toutes, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les certifications, c'est que vous valorisez, en fait, votre expérience et votre CV d'une manière très, très forte. Et j'ai beaucoup aussi de clients qui nous rappellent et qui nous disent, écoutez, j'étais dans un entretien et j'ai parlé de gestion de projet d'une manière dont j'aurais jamais parlé avant. C'était fluide, c'était simple. Depuis que j'ai fait cette formation-là et que je suis certifié, vraiment, j'ai pu expliquer des concepts au recruteur qui a été impressionné, etc. Donc, c'est une manière de poser en fait vos connaissances, de les structurer et voilà, d'en tirer des bénéfices extrêmement rapidement. Tout à fait, hein, et c'est valable même pour tout. Hein. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup ouvert quand je commence à m'intéresser à l'agilité, au DevOps. Donc, en fait, finalement, de suivre, de se former sur tous ces aspects, parce que chaque méthode a son propre point de vue, sa propre approche, ça permet de comprendre des choses beaucoup plus en profondeur. C'est très important. Bon, très rapidement sur Prince2, je vous le disais tout à l'heure, le plus important, c'est que les personnes dans la nouvelle version sont, comme vous le voyez, au cœur de la méthode. Et puis, autour de ça, on a 7 processus qui doivent vraiment être documentés par l'organisation, qui vont permettre de savoir exactement qui doit faire quoi pour gérer le projet à tous les niveaux. Il y a les pratiques qui sont en fait les grands thèmes qu'on va devoir gérer. Et là, on rejoint ce que Marc Noël disait sur PMP tout à l'heure. Hein. Il faut gérer les plans, il faut gérer les risques, la qualité, etc. Voilà. Et puis dans la version 7 de Prince2, bien sûr, on prend en compte l'agilité, la durabilité. Donc il y a tous ces aspects qui sont très intéressants et on fait le pont avec finalement les autres méthodes, les autres pratiques. On ne s'enferme jamais dans une seule façon de voir les choses. C'est ça qui est très intéressant. Et j'aimerais juste dire une petite chose que j'ai apprise justement en me formant sur d'autres référentiels. DevOps, vous savez, qui est un référentiel donc vraiment d'automatisation, on peut dire, en simplifiant un petit peu de tout le pipeline de déploiement, mais qui est beaucoup basé sur le lean management, sur l'agilité, qui est utilisé par des grandes entreprises comme LinkedIn, comme Netflix. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait que les personnes et l'entreprise dégagent 20% du temps à l'amélioration. Et ce qu'ils appellent l'amélioration, c'est à la fois d'améliorer la façon de travailler, améliorer les développements que j'ai faits, mais aussi l'apprentissage. Et ils ont vu que c'est vraiment 20%, c'est vraiment le sweet spot, c'est vraiment le bon temps passé pour que tout le monde en bénéficie, à la fois l'organisation et les personnes. Donc prenez ce temps, soyez toujours dans cette logique d'apprentissage, de ne pas se satisfaire de mes acquis, de remettre en question ma façon de travailler et d'essayer de m'ouvrir à des choses nouvelles parce que on apprend énormément comme ça et ça sera forcément valorisé après. Voilà, juste une petite parenthèse. Très bien. Donc, oui, ce qui est très intéressant dans Prince2, c'est que c'est très pragmatique, comme on disait, c'est du concret. Et donc, on vous propose des modèles de documents qui sont presque prêts à l'emploi. Hein. Il y a juste quelques adaptations à faire pour chaque projet. Mais le registre des risques, des incidences, le registre qualité, mon cas d'affaires, on vous dit exactement qu'est-ce qu'il doit contenir, on vous donne des exemples. Et ça va être d'une grande aide pour démarrer un projet, tout en sachant que tout ça doit être adapté. Et d'ailleurs, on propose des formations durant lesquelles on passe en détail tous ces aspects-là de manière concrètement. Il y a un projet qui est vraiment géré de A à Z, en partant vraiment du mandat, c'est-à-dire de l'idée, jusqu'à la clôture et en passant en revue tous ces documents qui sont le cœur de la gestion de projet, hein, puisqu'ils vont être gérés principalement par le chef de projet. Très bien. Voilà, donc bon, on en a parlé un petit peu. Donc Prince2, c'est anglais, c'est pour ça que ça a surtout pris en Angleterre, mais vraiment c'est en pleine expansion. De plus en plus de personnes sont certifiées ou demandent la certification dans le monde entier. On reçoit vraiment de plus en plus de demandes pour cette certification. Ça fait partie des certifications les plus recherchées. Voilà, donc PMP Prince2, vraiment. Ça dépend finalement de votre sensibilité, ça dépend de ce que vous préférez. Il y en a une qui est plus globale et l'autre qui est plus pragmatique, qui va plus à l'essentiel. Mais voilà, je pense que les deux sont vraiment très intéressantes et en plus peuvent être complémentaires. Donc voilà, c'est toujours une bonne opportunité. Très bien, très bien. Oui.
Vas-y, je t'en prie. Voilà. Pour terminer simplement sur Prince2, on le disait tout à l'heure, il y a 2 niveaux de certification. Le Foundation, c'est 3 jours de formation et en réalité, on voit déjà énormément de choses, on voit quasiment tout. La seule chose qu'on ne va pas voir en détail, c'est ce qu'on appelle les 7 process dans Prince2. On va quand même en parler, mais très rapidement. Et donc, il y a 3 jours de formation, 21 heures en fait. L'examen dure 1 heure, c'est sous forme de QCM, il n'y a pas de document autorisé. Ça se prépare et ça se passe assez rapidement. Alors, il y a beaucoup d'informations très très vite, mais ça demande du travail quand même. Le practitioner, là, ben, en fait, c'est le même niveau de qualification que le PMP. Donc, même s'il n'y a que 14 heures de formation, on va se concentrer vraiment beaucoup plus cette fois sur les process de Prince2. Là, ça va demander plus de travail personnel. Pas autant que PMP, d'accord? Parce que là, on se concentre vraiment, contrairement à ce que disait Marc Noël pour PMP, on se concentre plus sur le contenu du livre Prince2 que sur un ensemble de compétences qu'il faudrait avoir. On est très orienté sur le livre. Mais là, vraiment, quand on est certifié practitioner, ça c'est quelque chose vraiment que je peux confirmer, on a vraiment acquis des réflexes très importants pour la gestion de projet parce que l'examen se base sur une étude de cas. Ce n'est pas des questions qui partent à droite à gauche dans tous les sens. Il y a un projet à gérer, il y a des situations difficiles auxquelles le chef de projet ou l'organisation doit faire face. Et à chaque fois, c'est quelle serait la meilleure réponse à apporter. Et là, vraiment, on est obligé d'avoir bien compris tous les mécanismes. Et ce que je dis toujours en formation, c'est ne pas comprendre seulement le comment, mais comprendre le pourquoi. Et là, on va comprendre le pourquoi. Pourquoi on gère le projet comme ça? Pourquoi il faut répondre de cette façon-là? Et ça, c'est là que ça va vraiment vous amener les moyens de mieux gérer vos projets dans l'entreprise. Donc, le Foundation, c'est très bien. Ça donne déjà des très bons repères. Ça donne une bonne idée de ce qu'il faut faire. Et le practitioner, il y a une vraie différence. Vraiment, les gens en général sont très satisfaits parce que ça éclaircit beaucoup de choses et surtout, ils sont capables après vraiment d'appliquer la méthode sur des projets. Donc, je vous recommande, si vous voulez être chef de projet, d'aller au bout. En conclusion, très rapidement, ce qu'on constate, et il y a eu des rapports en ce sens-là qui ont été faits par des organismes indépendants, c'est que finalement, contrairement à la question qu'on pourrait se poser au début, la demande de chef de projet, en fait, elle augmente plus rapidement que d'autres professions. C'est le résultat d'une étude de l'Anderson Economic Group qui a été demandée par le PMI, justement, et qui confirme en effet cette tendance. On a beau avoir de l'agilité, on a beau automatiser, eh ben, il y a besoin de plus en plus de chefs de projet pour toutes les raisons qu'on a dites au début. Voilà, et je laisse la main à Marc Noël pour conclure après. On t'entend pas, Marc Noël? C'est gentil de me laisser la main pour le cadeau, François. Alors, on est comme ça, on a envie de faire des cadeaux. Déjà parce que c'est mardi, et on aime bien le mardi. En fait, on a vraiment envie que vous puissiez vous former et vous certifier. Alors, oui, bien sûr, on est un organisme de formation, mais pas juste pour ça, parce qu'on a été des professionnels. France est encore professionnel en activité. Moi, maintenant, je suis chef d'entreprise, mais j'ai été pendant des années, pendant 25 ans DSI, et je sais la différence. Nous savons la différence entre une personne qui a une méthodologie internationalement reconnue entre les mains, qui l'a comprise, qui est certifiée, et une qui n'a pas de méthodologie et qui le fait avec son bon sens. En fait, c'est considérablement différent. Et quand France vous le disait tout à l'heure, je me suis formé à plusieurs référentiels et j'ai vu à quel point ils étaient complémentaires. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de clients qui viennent, qui disent, mais j'aurais dû me former bien avant. En fait, si j'avais su ça, si j'avais eu cette méthode-là entre les mains, j'aurais pas fait telle erreur, j'aurais eu l'attention à tirer à tel moment et j'aurais pas vécu la même chose. Formez-vous et certifiez-vous parce que ces méthodes-là sont extraordinaires. Elles sont concrètes, elles sont opérationnelles, elles permettent de rapidement monter en compétences. Elles vous donnent des outils, des vrais outils opérationnels. Ce ne sont pas des théories, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des partages d'expériences de milliers de praticiens à travers le monde, que ça soit PMP ou Prince2, et appuyez-vous sur ces connaissances-là, ne repartez pas de la page blanche. Donc, on a envie que vous vous formiez, que vous vous certifiez, parce qu'on sait que PMP et Prince2, c'est les 2 meilleures méthodes qui existent en gestion de projet. On sait que la gestion de projet ne s'arrêtera pas demain, parce que tous les projets deviennent de plus en plus complexes, deviennent de plus en plus transverses,
doivent être gérées de manière de plus en plus rapide. Donc, on a besoin de personnes, de chefs de projet formés, certifiés, performants, compétents. Et donc, on fait ce geste-là, qui n'est pas un geste totalement anodin. On vous réduit ces formations-là de 200 €, soit la formation PMP avec l'agilité, qui sont toutes les deux au CPF, hein, soit le fondation et le practitioner. Parce que comme Franz l'a dit juste avant, le fondation, c'est très bien. Le prince de fondation, c'est très bien. Ça donne une bonne vue de la méthodologie et quelque part, ça donne envie, en fait, d'en savoir un tout petit peu plus. Mais la formation qui fait rentrer au niveau le plus opérationnel, en rentrant dans le livre de référence, en apprenant où aller chercher les informations, en appliquant la méthode telle qu'elle vous suggère de faire les choses, etc., c'est le niveau practitioner. Et comme ça a défilé également dans le chat, on ne peut pas être practitioner si on n'a pas été fondation. Alors, vous pouvez faire le practitioner si vous êtes certifié PMP, par exemple, hein, mais vous ne pouvez pas être certifié practitioner si vous n'avez pas soit PMP, soit la fondation. Donc, on vous fait 200 € sur le pack. Donc, vous avez le choix. Soit PMP, soit prince de fondation plus practitioner. C'est à peu près le même prix. Et on vous fait un beau geste là-dessus parce qu'on sait à quel point ces méthodologies-là sont performantes et vous permettent de monter en maturité et en connaissance d'une manière très forte et très rapidement. Voilà. J'ai une question sur la certification et la durée. Alors, PMP est valable 3 ans. Alors, au bout de 3 ans, soit vous repassez la certification, mais vous n'aurez pas tellement envie, soit vous avez accumulé des points. Il y a un système de points où vous allez à des conférences, vous achetez des livres, vous suivez des formations en ligne, etc., histoire que vous puissiez être à jour en permanence, en fait, des connaissances de la profession. Donc, PMP, c'est valable 3 ans avec un système de points. Pour Prince 2, le niveau fondation est valable à vie. Il n'y a pas de limite dans une fondation. Par contre, le practitioner, lui aussi, il est valable 3 ans. Et vous devez repasser la certification tous les 3 ans. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ce système de validation? C'est pour être sûr que vous restez au courant des pratiques, que vous restez au courant de l'évolution, en fait, de ces méthodes-là, parce qu'on ne peut pas être chef de projet à un moment donné et puis ne plus se former. Franz vous disait juste avant, il faut vous former en permanence. On est dans un monde qui va à toute vitesse, où les outils arrivent de toutes parts sans arrêt, et où il faut se tenir au courant de ce que les entreprises font et des pratiques qui sont utilisées par ces entreprises. Donc, on vous recommande de toujours vous former, de toujours rester aware, comme dirait Jean-Claude, de tout ce qui se passe, d'accord. Une petite précision, Marc Noël, sur le Prince 2, on n'est pas obligé aussi de repasser la certif, on peut aussi en fait revalider avec un certain nombre de points, comme pour PMP finalement, même sur le practitioner. On t'entend plus? Merci, Franz, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, on serait ravis de répondre à toutes les questions que vous avez. Un certain nombre d'entre vous avaient bien fait d'oser poser les questions au fur et à mesure. Comme on est deux, on peut y répondre. Mais dites-nous si vous avez des interrogations, s'il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires, etc. Dans tous les cas, on est disponible par mail sur contact@skillsforall.com. Ça, c'est n'importe quel moment du jour et de la nuit. L'équipe va vous afficher également notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Et puis, on vous a envoyé quelques liens pour que vous puissiez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Le passage des certifs se fait en présentiel ou possible à distance. Maintenant, toutes ces certifs-là se passent à distance. Il y a le Covid qui est passé par là. Avant, évidemment, c'était un tout petit peu différent, mais là, tous les certificateurs se sont mis au passage de certification à distance. Par contre, tout ça est fait de manière très très sérieuse, c'est-à-dire que vous êtes supervisé, on prend la main sur votre poste de travail avec votre webcam, on s'assure que vous êtes seul dans la pièce, etc. Tout ça est très très sérieux. Ce sont des certifications qui ont de la valeur sur le marché. Hein. Les frais d'examen sont inclus dans le prix de la formation, naturellement. Naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on puisse répondre? Dites-moi. Voilà, vous avez également le lien WhatsApp. Voilà, on est arrivé à peu près au terme de notre webinaire. Franz, ça a été un plaisir et toujours renouvelé de t'accueillir. Merci pour ta présentation. Merci à toi, merci à vous, merci. Passez une très très bonne fin de journée. On est à votre disposition à tout moment sur ce qui est sur le contact ou bien téléphone ou WhatsApp et on répondra à toutes vos questions avec un immense plaisir. À très très bientôt.
Bonne journée, merci. Bonne journée.